Nova le soir. Changer de disque avec Charline Roux. Alors voilà, on s'en doutait, ça devait arriver. Le slogan de cette émission, c'est « changer de disque ». Bon bah là, j'avoue que le virage va être un poil abrupt. Ceci n'est pas une menace, mais juste un avertissement pour vous toutes et tous habitués à groover à l'écoute du Grand Mix. Mon invité du jour vous propose d'explorer d'autres contrées. En vrai, ça va être un voyage en terre inconnue pour certaines et certains, mais n'ayez crainte, votre guide est non seulement très sympa, mais en plus il est drôle, très drôle. Il n'y a pas que moi qui le dis, il y a aussi Eric et Ramzy qui l'ont couronné lors de leur fun télécrochet Comedy Class. Il est le numéro 1 de la saison 2 et il est en ce moment à l'affiche du théâtre Beau République avec son spectacle Sérotonine. Il aime Goldman, la messe, la mer, enfin la Manche, et les légumes parfois oubliés. Bienvenue en tech. Merci Charline, merci beaucoup de me recevoir. Avec grand plaisir. Et bravo pour cette présentation. Oh bah là, vraiment, j'avais un boulevard, comment te dire. Je préfère prévenir, on va y aller doucement, on va y aller par paliers, mais tout va très très bien se passer. Vous n'êtes pas sur Nostalgie, vous n'êtes pas sur non, RTL2, vous êtes bien vous êtes sur dans Nova le soir. Sérotonine, je le disais, c'est donc au théâtre Beau République les jeudis à 21h et ce jusqu'au 26 mars. Ouais, exactement. Et en tournée. Ouais. Il reste des places pour l'île Grand Palais le 19 septembre. Le reste est complet. Comme quoi, vraiment, nul n'est prophète en son pays. Non, mais parce que tu viens des Hauts-de-France. Ça s'agirait d'y aller maintenant. On vient des Hauts-de-France, mais on vient surtout d'annoncer la date. Donc, tout est normal jusqu'ici. Tout est normal jusqu'ici. J'allais encourager les nôtres. C'est vrai. Mais oui, bien sûr. Du même terroir. On se connaît un petit peu. Y aller. Voilà. De toute façon, les gens du Nord, on est tous de la même famille. Exactement. A priori, hein. Allez, premier cliché dès le début de l'émission. Ce n'est pas qu'une légende. Ouais, bon, ça va. Comme à chaque invité, donc je le dis, je le redis, je t'ai demandé de venir avec tes disques. Ouais. Pour démarrer, tu as choisi les Blues Brothers. Et je vais te demander d'expliquer pourquoi ce Everybody Needs Somebody. Parce que déjà c'est mon film préféré, c'est un film incroyable, les Blues Brothers. Et puis quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la musique, j'étais dans un groupe de musique. À la base, j'ai fait un petit peu de saxophone. et j'avoue que un de mes plus vieux souvenirs de scène, c'était qu'on avait repris Everybody Needs Somebody. Et j'essayais de faire le monologue un peu adapté qu'on entend au début de la chanson, où il dit merci aux policiers d'être présents dans la salle. Donc c'est un souvenir particulier pour moi, pour le film et pour la chanson. Costume chapeau pour la représentation. Évidemment, bien sûr. Toutes les soirées déguisées, je venais en Blues Brothers, parfois seul. C'était un peu triste. Mais pas aujourd'hui, je le déplore. Non, aujourd'hui, je suis resté sobre. Mais on les écoute quand même. Les Blues Brothers, choisis par Antec, venu nous parler de son seul en scène, Sérotonine, et Antec, et je cite sa bio Instagram, un humoriste fripon. Alors, deux définitions, selon Mondico à fripon. Petit 1, personne malhonnête, en vieux français. Petit 2, enfant, personne espiègle. Dans quelle tranche d'âge est-ce que tu te situes ? Alors, je me situe plutôt sur la deuxième, sur... l'espièglerie, c'est le mot fripon, le mot en fait, le mot fripon, je trouve qu'il me correspond bien parce que j'aime ce côté, j'aime ces humoristes qui ont un petit peu la lueur dans les yeux. On a l'impression qu'ils vont toujours dire une bêtise. Et c'est comme ça, moi, en tout cas, que j'aime bien faire des blagues. Et puis fripon, c'est un mot un peu, on va pas se mentir, c'est un mot un peu ringard. Et vous allez découvrir ma playlist. Donc, du coup, tout est cohérent pour le moment, quoi. Alors, je reviens à espiègle, selon mon dico. Ouais, j'ai un dico. Il a fallu que j'amortisse. Ça veut dire vif et malicieux sans méchanceté. Et là, ça me semble également tout adapté. C'est un peu ce que je prône dans le stand-up que je fais. Moi, j'adore... ça paraît très cliché, mais j'adore faire rigoler les gens. On est dans un pur divertissement. On est venu pour oublier ces problèmes de la journée, de la vie, tous les aléas qu'on peut avoir. Et du coup, je suis vraiment dans un truc, dans un spectacle où on y va, on se lâche et on rit ensemble. Mais on rit pas en se moquant. Moi, c'est un truc que j'aime pas faire. Pas de méchanceté gratuite, rien du tout, on rit ensemble, on se connecte et on est bien. Alors, puisqu'on parle de vivacité, après t'avoir vu sur scène, je peux témoigner de ta rapidité d'exécution dans les interactions avec le public. Ça, c'est vraiment un talent que moi, je trouve tout à fait fascinant. Merci. Est-ce que c'est inné ou est-ce que ça se travaille ? Il y a un peu des deux, mais il y a quand même beaucoup de travail, dans le sens où... je pense que ça vient avec aussi l'expérience de la scène. Moi, j'ai grandi dans les comédie clubs, donc j'ai fait toutes mes classes dans ces scènes parfois un peu techniques où il faut réussir à connecter avec les gens. Et pour réussir à connecter avec les gens, le mieux, c'est de leur parler, de créer un moment.
Et du coup, tout ce travail-là amène à ce que tu as pu voir au spectacle. J'aime bien parler avec les gens parce que ça crée aussi un moment unique, quoi. Donc, je fais pas que ça, mais j'aime bien le faire Non, mais aussi. par exemple, tu les interroges sur l'endroit d'où ils viennent, leur profession. Et alors, je sais pas si c'est propre à ton public, mais moi, le soir où je suis venue, il y avait des professions dont je n'avais jamais entendu parler. Tu as posté un extrait sur Instagram où tu as quand même un membre de ton public qui vend des arbres, qui fait des arbres, enfin qui vend des glands. Oui, qui est chasseur de glands, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, ça donne quand même des trucs. Enfin, faut être un peu préparé, quoi. J'avoue, en fait, moi, je préfère être surpris. Hein. C'est là où, parce que moi, à ce moment-là, je suis un petit peu aussi public de son intervention. C'est-à-dire quand le gars me dit, je suis chasseur de glands. J'ai un petit moment de recul. De sidération. C'est ça. Mais en même temps, moi j'adore en fait les gens. Lui, je l'ai mis sur les réseaux sociaux parce que c'était un gars, il y avait une passion quand il parlait de ça. Et moi j'adore les gens passionnés, quoi. J'en suis un aujourd'hui. Moi je suis passionné de stand-up, c'est ce que je fais. Et je trouve ça trop bien de rencontrer un gars de ma catégorie, passionné par son métier. Ouais. Lui en l'occurrence, ça se situe autour des glands. Mais j'ai eu des trucs pas mal. Après, des fois, tu sais pas trop comment réagir. La dernière fois, j'ai eu un mec qui m'a dit qu'il était passionné par son métier et lui, il vendait des armes, en l'occurrence. Et là, je t'avoue qu'on a tous eu un petit moment de recul. Allez, paye ta blague. Et puis on est passé à la suite. Ouais, c'est ça, je comprends. Et je reviens au sans méchanceté et ensuite j'arrête avec toutes les définitions. C'est non seulement vrai, mais ça reste très efficace, alors que dans ce créneau-là, moi, j'ai l'impression que tu pratiques un peu la nage à contre-courant. Hein. Vous n'êtes pas très nombreux à être dans une forme d'humour qui est 100% non oppressif. En fait, je trouve que ça peut être parfois un petit peu plus difficile parce que l'humour... Et c'est pas l'humour méchant, mais le fait de taper sur quelqu'un ou de taper un peu sur le plus faible, en général, tu vas avoir la validation du groupe parce qu'on est d'accord pour taper sur le plus faible et du coup, ça nous fait rire tous ensemble. Moi, je suis pas comme ça dans la vie et c'est pas du tout quelque chose que je veux prôner dans l'humour. Je pense qu'on peut rire sans être méchant, vraiment. Mais par contre, ça demande du travail parce que ça demande parfois de casser... certains codes, je le fais dans le spectacle sur certains sujets comme le véganisme par exemple. C'est un sketch que j'ai mis du temps à construire parce que les blagues un peu plus faciles sur le véganisme, c'est de taper sur les véganes. Moi, en l'occurrence, je vais un petit peu à l'inverse des clichés. Donc, il faut reconstruire d'autres clichés, entre guillemets, d'autres codes avec le public. C'est un peu plus technique, mais en même temps, si c'est pas technique, c'est pas marrant. From jeune ch'ti attiré par les ordres de Berck-sur-Mer à Parisien qui fait son marché en... Eh ben, il y a de la matière, on va y revenir. Pas de chant liturgique, en revanche, dans ta playlist. Pour autant, quelques titres que les auditoristes de Nova ne sont que peu habitués à entendre. Bon, en réalité, carrément pas. J'ai choisi d'aller crescendo, hein, j'ai prévenu, c'est comme ça quand on va dans l'eau très très froide. Il faut des petits paliers. Comme dans la mer dans le Nord. Voilà, exactement. Il faut se mouiller la nuque avant. On va commencer avec Étienne Dao, le premier jour du reste de ta vie, qui me permettra d'ailleurs d'amorcer le chapitre suivant, soit le changement de vie, mais je vais te demander de nous expliquer pourquoi ce titre-là de Dao. Ce titre-là, dans la playlist que je t'ai envoyée, c'est un des titres les plus marquants pour moi, parce que justement, le jour où j'ai fait un grand basculement dans ma vie, c'est tellement cliché, mais c'était un son que j'écoutais de manière obsessionnelle en me disant « Allez mon vieux, courage, on quitte la vie d'avant et on va vers cette vie qu'on connaît pas du tout. » Le premier jour du reste de ma vie, quelque part. Justement, ce reste de ta vie, on en parlera juste après. Toujours en compagnie d'Antec. Et toi, le premier jour du reste de ta vie se situe, si je ne m'abuse, aux alentours de 2015, on va dire. Découverte du stand-up, démission d'un taf pour lequel tu étais à 2 degrés de séparation de Georges Clooney. Et ça, faut le faire. Je te laisse expliquer parce que je parle vraiment dans un langage hyper cryptique pour qui ne connaît pas ton parcours. C'est vrai. Alors, Georges Clooney, dans le sens où je bossais chez Nespresso. Et c'est vrai, en plus, j'étais vraiment pas loin parce que celui qui m'a recruté avait serré la pince à donc 2 Georges. Degrés de séparation. Ouais, j'étais vraiment pas loin. Et pour la petite anecdote, je crois que 2 mois avant mon arrivée, il était passé dans les bureaux à Paris.
Donc ouais, on n'était pas loin du serrage de pince. Des frères. Ouais, des frères, vraiment littéralement. C'est comme ça que je le vois. Après, lui, je sais pas comment il se situe, mais mais oui, du coup, j'étais dans un travail qui correspondait tout à fait à mes études, puisque moi, j'ai fait une école de commerce. J'ai avancé dans la vie sans trop me poser de questions. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Après un Erasmus à Varsovie. C'est ça. Ouais. Bah, c'était au sein de l'école de commerce que je suis parti à Varsovie. J'ai fait vraiment... je suis allé tout droit du mec, voilà, pas trop mauvais à l'école. Je savais pas trop ce que je voulais faire. On m'a dit, fais école de commerce, comme ça te ferme aucune porte. Bon, on avait oublié de me dire que ça te coûte beaucoup d'argent quand même. Bah oui. Mais du coup, ouais, je suis parti là-dedans. Et puis, au bout de quelques mois chez Nespresso, qui était pourtant un poste dont je rêvais sur le papier, qui était parfait, quoi. J'ai un peu pété un boulon en me disant, mais attends, si je me pose pour réfléchir, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie ? Vendre des capsules ovales pour les entreprises des 10e et 11e arrondissements de Paris. Et, je crois qu'on dit de Paris, hein. De Paris, hein. Ouais, excuse-moi. Mais je découvrais Paris, justement, à ce moment-là. Et là, grosse remise en question, une espèce de grand vertige de vie où je me suis dit, écoute, non, il faut que tu... C'est pas le bon chemin. Pas maintenant, en tout cas. T'es trop jeune pour être en CDI, installé à entendre tes collègues à la machine à café qui parlent d'acheter un appart, de mariage, d'enfants, etc. Et à ce moment-là, en arrivant à Paris, je découvre le monde des comédie clubs, qui était un monde que je connaissais pas du tout. Parce que moi, j'ai toujours été attiré par l'humour, mais pour moi, l'humour, en grandissant en province, c'est, je sais pas, Franck Dubosc au Zénith. C'est des gens qui sont complètement intouchables. On se dit, waouh, ça a l'air incroyable ce qu'ils font, mais jamais moi, je pourrais le faire. Et à Paris, en fait, en découvrant les comédie clubs, notamment le Jamel, qui est un des premiers endroits où je vais, je vois des gens sur scène avec juste un micro et des blagues. Et de manière très présomptueuse, je me dis, mais ça, je peux le faire. Et à ce moment-là, je me dis, tu sais quoi, on va prendre 1 an et on verra. Et on va prendre une espèce d'année sabbatique pour tenter le stand-up. Parce que c'est quand même, il y a un step à franchir entre se dire, je suis drôle et je suis capable de tenir une scène. Oui, mais en fait, très fort heureusement, c'est quelque chose dont j'avais pas conscience. Parce que si j'en avais eu conscience... tu crois que ça t'a protégé ? Ah bah oui, ça m'a protégé. Parce que moi, je suis parti dans le truc, j'ai vu les gars... Quand tu regardes du stand-up, des fois, tu peux te dire, ça a pas l'air si difficile. Puis après, tu montes sur scène et tu te rends compte. Et après 3 ou 4 bides, oui, bien sûr. Et parce que moi, j'étais le rigolo un peu du groupe de potes, etc. Mais quand je suis monté sur ça, je me suis dit, ah ouais, mais là, vous êtes des inconnus. Vous avez aucune rêve de mes potes, en fait. C'est fou. Et puis, vous avez payé. Vous êtes en attente de quelque chose. Et du coup, vous rigolez pas. Donc, voilà, je suis rentré là-dedans. Mais malgré tout, j'étais dans ce truc, je me suis dit, ok, je suis en train de bider, mais je suis au bon endroit. Et du coup, je suis tombé en amour du stand-up, des comédie clubs. Et puis c'est une relation qui dure encore aujourd'hui, ma chère Charline. Mais alors, tu te souviens vraiment de manière précise de ta toute première scène ? Oui. Très précisément, oui. Ça n'a pas l'air d'être un bon souvenir. Si, c'était sympa. C'était en fait... Est-ce que tu te souviens du premier mot que tu as dit quand tu es entré sur scène ? J'ai dû dire bonsoir, mais j'ai dû le dire bonsoir. J'ai dit un truc un peu comme ça, parce que moi, il faut savoir qu'on s'inspire un peu de ses idoles. Et moi, mon idole quand j'étais plus jeune, c'était Franck Dubosc. Et je pense que mon premier sketch devait être une pâle copie un peu imitative de Franck Dubosc dans un espèce de bar un peu miteux du 10e arrondissement où il devait y avoir, je sais pas, une vingtaine de personnes, dont 3 potes très proches qui ont assisté à ça. Parce que j'avais peur d'être tout seul et qui sont venus me soutenir et qui sont ressortis en me disant non mais c'est bien, non mais on sent que t'es à l'aise. En fait c'est ça, moi le début c'était on sent que t'es à l'aise, on a envie de t'écouter. Est-ce qu'on a envie de rigoler ? C'est un autre sujet. Je vous annonçais que côté musique, Antec est un fan de variété française, mais toujours dans cette optique de se mouiller la nuque avant le grand bain. J'ai choisi Supertramp pour la suite. Oui. Pourquoi tu as, toi, choisi Goodbye Stranger ? Alors déjà, Supertramp, il y a une question de filiation, c'est-à-dire c'est un des groupes préférés de mes parents. Et moi, j'ai baigné là-dedans. Et j'adore ce groupe parce que
ce groupe, il représente un peu mon cerveau, dans le sens où c'est un peu le bordel. Des fois, il y a de la guitare, des fois, il y a du piano, des fois, il y a de la clarinette, des fois, il y a des clochettes. Donc, il y a vraiment de tout. J'adore ce groupe de rock un peu progressif. Et Goodbye Stranger, c'est une de mes chansons préférées parce que je trouve que ce dont on vient de parler, moi, ça m'évoque ça. C'est un truc de, tu sais quoi, je laisse un peu tout derrière et je vais vers un truc, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Et c'est un peu la liberté. Pour moi, c'est ça, Goodbye Stranger. Dizzy Rascal, Calvin Harris, Dance With Me dans Nova le soir pour nulle autre raison qu'un contre-Kems à la programmation d'Antec, mon c'est invité vrai du jour. Bah oui, je fais des petites contre-propales derrière. Je connaissais pas cette chanson. Bah ouais. Mais au moins, j'en Et découvre. alors Bah pas mal, franchement, pas mal, Bon. sympatoche. Bon. Dans ton parcours aussi, une victoire éclatante dans un concours dont les juges suprêmes sont Eric et Ramsey, Comédie Class. On en parle dans un instant, juste après cette courte pause. Nova, le soir, avec Charline Roux. Toujours en compagnie d'Antec, un garçon fripon et gentil, mais surtout un garçon très très drôle. Pas étonnant de l'avoir retrouvé parmi les concurrents de la saison 2 de Comédie Class. Un télécrochet à la recherche de la nouvelle star de l'humour. Les jurys s'appellent donc Eric et Ramsey, mais pas que. Dans chaque épisode, pour les épauler et vous jugez, Laura Felpin, Paul Mirabel, Valérie Lemercier ou encore Jonathan Cohen. Et voici un aperçu de ce que tu as proposé Antec devant lui. Vous avez l'air très en forme, ça fait plaisir. J'ai la chance de vivre du stand-up, moi. Le stand-up, c'est un art qui est encore assez nouveau en France. C'est vrai que si tu vas aux États-Unis, là-bas, tu dis je vis du stand-up, les gens font waouh. Mais il a l'air hyper marrant, ce mec. En France, tu dis je vis du stand-up, les gens font ok. Le système de redistribution des richesses marche bien dans ce pays, finalement. Continue, troubadour, tu nous amuses. Passe un très bon moment en ta compagnie. Le stand-up, c'est un truc qui est assez cool. Et c'est vrai que dans ma vie, j'ai pas eu toujours des hobbies, des centres d'intérêt très populaires. J'écoutais que de la variété française et je pratiquais assidûment le saxophone. Et là, je vois dans vos yeux, putain, il a dû baiser. Et ben, pas tant, finalement. Pas tant, non. À défaut d'être dans le sexe, j'étais dans le sax. Voilà, c'était mon petit truc. Oh oui, pourquoi pas. Ouais, c'était ça, c'était ma passion, j'étais dans le saxo, je faisais du saxo. Le mime était pas forcément nécessaire. Alors, Eric et Ramsey ont la particularité d'avoir des rires à la fois extrêmement sonores et reconnaissables. Est-ce que, quand on pratique ce genre d'exercice devant eux, on est encore plus à l'affût du rire que d'habitude? C'est particulier. Moi, j'avais jamais fait ce genre d'émission, un télécrochet humoristique. C'est particulier parce que personnellement, je pense que quand je monte sur scène, mon but, c'est de faire rire. Il y a un public qui est assez conséquent, de faire rire ce public-là. Et dans un deuxième temps, viennent Eric et Ramsey et l'invité qui est en face de nous, qui est quelque chose d'assez impressionnant parce qu'ils sont vraiment en face. Et moi, je me rappelle qu'au début, je n'osais pas trop tout de suite les regarder. J'avais pas envie d'être déstabilisé par des gens que j'ai énormément aimés quand j'étais jeune. Enfin, c'est des stars de jeunesse pour moi. Moi, je suis dans une génération où La Tour Montparnasse infernale, c'était un véritable film doudou, quoi. Et quand je les ai entendus, rigoler, ça m'a tout de suite rassuré, quoi. Parce que j'étais en mode, bon, ok, ça a l'air de passer, on verra pour la suite. Mais ouais. Mais en premier lieu, tu cherches quand même le public, quoi. Ouais, c'est vrai, tu as réussi à t'appuyer dessus. On connaît la puissance de la télé, même si là, c'est une plateforme. Est-ce que tu as senti directement les effets? Ouais, quand même. Ouais, dans le sens où ça m'a aidé à comment dire, ça m'a donné un peu plus de visibilité pour que les gens aient envie de découvrir le spectacle. Et j'avoue que ce programme-là, c'était la raison numéro 1 pour laquelle je le faisais. C'était pour montrer un petit peu mon petit univers et que les gens derrière aient envie d'en voir plus. Et sur ça, j'ai senti l'impact dans le sens où le théâtre s'est rempli un peu plus vite qu'avant avec ce petit coup de boost-là, quoi. Mais tu avais regardé la saison 1, tu savais à quoi t'attendre ou tu y allais vraiment vierge de tout? Non. Non, je suis un peu crédule parfois, mais je suis pas non plus kamikaze. Ça peut être aussi une option de se dire j'ai pas envie de voir ce qui s'est fait avant, j'ai pas envie d'être influencé.
Parce que les épreuves sont très particulières. Alors, je sais qu'effectivement, ce sont de jeunes artistes en majorité. Peut-être que certains ont encore des couloirs d'humour qui ne sont pas très bien définis, mais là, on vous impose des épreuves dans lesquelles vous n'êtes pas obligé d'être à l'aise. Là, en l'occurrence, il y avait une présentation en 60 secondes, si je me souviens bien. C'est ça. Carte blanche, une épreuve sur l'absurde. Bon, bah, easy pour toi. L'humour noir, le roast, est-ce que tu étais à l'aise de la même manière avec tous ces exercices-là ? En fait, oui et non, parce que tu dis easy pour moi, mais au final, en fait, c'est des thèmes qui sont très larges. Et du coup, des fois, c'est parfois plus simple de travailler sur un thème très précis en disant il faudrait que tu fasses des blagues sur les bonbons. Tu dis bon, bah ok, là au moins, c'est assez clair. Alors que l'humour noir, par exemple, c'est quoi l'humour noir ? L'absurde, c'est quoi l'absurde ? Bon, au final, moi, je suis parti sur cette émission avec l'idée de me dire on y va pour s'amuser, parce que quoi qu'il arrive, j'avais eu la chance, par expérience, d'avoir déjà fait quelques télés et de dire les télés en général, ça peut que t'apporter du bonus. C'est-à-dire, potentiellement, tu as un peu de visibilité, sinon, tu n'en as pas. Mais il n'y a pas de moins en faisant. Tu vois ce que je veux dire ? Même on a vu cette conversation l'année dernière avec Adèle Fugazi, qui me disait que lui, il avait été à la lutte. Alors, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était sur l'humour noir. Qui est vraiment un terrain sur lequel lui est pas à l'aise. Enfin voilà, j'imagine que ça peut être la même pour. Mais c'est là où Adèle, je trouve qu'il a eu un parcours qui était super. Il est sur cette antenne, je le rappelle, dans les grands remplaçants. Oui, évidemment, on l'embrasse, on lui fait des gros bisous. Mais c'est que Adèle, en fait, et c'est ce que j'ai essayé humblement de faire aussi, mais c'est de dire d'adapter ta patte à toi sur les épreuves. C'est-à-dire que l'humour noir d'Adèle, c'était pas l'humour noir par Adèle, c'était Adèle redéfinit l'humour noir, tu vois. Et moi, c'est pour ça, j'y suis allé vraiment de manière décomplexée en disant on y va et puis on tente des choses. Moi, j'aime bien tenter des choses. Et typiquement, l'absurde, j'ai tenté un sketch avec Guano, avec qui je travaille, qui joue mon acolyte dans le sketch. Alors, c'est hilarant et je ne l'ai pas mis en extrait parce qu'il y a une chorégraphie visuelle qui a son importance dans cette épreuve. C'est important. Mais tu vois, ça, par exemple, c'était un défi parce que moi, là-bas, je fais du stand-up. Je suis pas trop dans... Là, c'est plus un sketch avec des personnages. Et pour la petite anecdote, il y a une table et une chaise qui sont installées avant le sketch. Et j'entends Ramzy depuis la coulisse qui dit « Ah putain, quand il y a des accessoires, en général, c'est que c'est pas très marrant. » Je suis là en mode « Bon, allez, c'est parti. Allez, c'est on à y toi. » Avec ce petit personnage un peu teubé, quoi. Mais au final, j'ai adoré faire ça, quoi. Et ça m'a ouvert l'esprit... je pense qu'on peut faire rire de plein de manières différentes et faut pas se mettre de barrière à la création. Et sur ça, j'ai bien aimé mon expérience à Comedy Class pour ça aussi, quoi. Alors pour le sketch en question, c'est une ode à tous ceux qui ont quelques soucis dans la vie à se faire entendre. Vraiment, allez le regarder. Ça suffit maintenant, qui a été repris par Patrick Sébastien pour lancer son mouvement politique, malheureusement. Et par le président du Groenland qui a dit ça suffit à Trump. Je le soupçonne d'avoir vu le sketch. Je pense que c'est plus lui. Point de saxo dans le titre qui suit, mais la guitare virtuose de Mark Knopfler. Là, j'ai l'impression d'être sur une autre radio en faisant ce genre de lancement, je te le cache pas. Mais vous êtes bien sûr Nova. En tech, tu as choisi Dire Straits avec Sultans of Swing. Pourquoi ce titre ? Parce que Dire Straits, c'est un de mes groupes préférés et j'ai une passion pour Mark Knopfler. Et ce titre-là, c'est les questions de si tu pars sur une île déserte, tu prends quoi ? Je prends ça, voilà. Et juste après, il y aura un virtuose d'un autre genre avec Kendrick Lamar. Ouais, j'annonce tout dans son coup. Super, parfait. Kendrick Lamar dans Nova le soir, Swimming Pools est toujours en compagnie d'Antec. Ça cripouille, coquin. Alors ça là, il y a vraiment... Ça cripouille, j'adore. Ouais, mais là, pour le coup, il y a que les vieux qui auront cette rêve. C'était le générique d'un dessin animé que je regardais qui s'appelait Moi Renard. C'est vrai ? C'était vraiment un kiff perso. Je voulais faire cet alignement de mots. Et ben j'ai adoré. Outre le spectacle Sérotonine, je le rappelle, au Théâtre Beau République le jeudi à 21h, tu proposes des formats vidéo sur Instagram, parmi lesquels des POV. Point of view au ski avec des geeks, j'ai l'impression qu'ils t'entourent pas mal. Exactement. Mais aussi des vidéos titrées Avis tranché. Voici donc le tien sur l'escalade. Je comprends pas pourquoi l'escalade c'est devenu une mode.
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi la majorité des trentenaires autour de moi se prennent pour Spider-Man? J'ai un pote qui en fait, il m'a dit mec, la grimpe, c'est vraiment une histoire de lâcher prise. Gars, t'es en train de boire un club maté avec un baudrier, un legging Patagonia. T'as pas lâché prise, t'as lâché la rampe en fait. Et puis c'est quoi cette envie, passé 30 ans, d'être capable de monter une falaise? T'habites à Saint-Ouen, à moins d'un tremblement de terre, la seule chose que tu vas monter, c'est des meubles. Et c'est pas Sky is the limit, c'est Ikea is the limit. Ces vidéos, pour toi, tu parlais de Comedy Class comme une sorte de laboratoire. Est-ce que ces vidéos-là, ça participe du même process? C'est-à-dire, c'est du laboratoire, c'est du terrain de jeu, ou est-ce que c'est aussi une autre forme de carte de visite? C'est un peu les deux, dans le sens où moi j'ai attaqué le stand-up il y a quelques années maintenant et à la base j'étais pas friand du média réseaux sociaux. Et c'est au final, quand tu y réfléchis, c'est quand même un formidable outil de création et de communication, puisque c'est ton média à toi, quoi. Et du coup, j'ai essayé de trouver une manière de m'amuser un peu sur Insta, sur TikTok et tout ça. Et du coup, on expérimente à vite tranché. C'est une expérimentation c'est une excuse pour faire des blagues sur différents sujets, quoi. Donc, à la fois, c'est une expérimentation, on tente des choses, on essaye de faire des choses qui nous font marrer. Et à la fois, c'est aussi une carte de visite c'est une espèce de petite chronique, quoi, en disant vous trouvez que je suis marrant, vous inquiétez pas, j'ai un spectacle, venez voir le spectacle. Mais ce qu'on appelle les hot takes, quand on est vraiment très sur les quand on est cool. ou pas, ou quand on veut se la tartiner alors qu'on avait vraiment littéralement passé l'âge, ce qui est mon cas. Mais je me demandais, très dur avec eux-mêmes, je trouve. Non, très réaliste, vraiment, mes articulations pas la même place, mais bon, c'est un autre sujet. Comment est-ce que quand on décide de monter sur scène, justement, on arrive à trouver son couloir de nage? Tu vois ce que je veux dire? Pas trop. Déjà, toi... non, mais toi, tu ne fais pas des personnages. Ouais. Tu travailles la veine autobiographique. Mm-hmm. Tu es dans une forme d'humour bienveillant. Enfin, genre, tu fais pas d'humour politique. Tu n'es pas dans le ricanement. Comment est-ce qu'on trouve justement l'endroit où on va, quoi? En fait, ah oui, d'accord. En fait, je pense que tu le trouves avec le temps, vraiment. C'est pour moi, le stand-up, c'est une histoire de passionnés. En l'occurrence, comme je t'ai dit, moi, j'ai grandi dans les comédie clubs. Tu vas, tu joues, t'expérimentes, et puis t'essayes de te rapprocher le plus de ta voix VOIE et VOIX, quoi, dans le sens où moi, quand je suis monté sur scène, ce que je te disais au tout début, j'étais un peu une copie du boss, quoi, parce que j'étais dans l'imitation. Puisque t'es dans l'imitation, parce que tu sais pas quelle est ta voix sur scène. Et puis au fur et à mesure, t'avances et tu te dis ok, quand je fais ça j'aime bien, les gens ont l'air de kiffer aussi, ok, on va pousser un peu là-dessus, puis après tu fais ton travail de petit chimiste entre guillemets qui t'amène à ce couloir de nage dont tu parles, où derrière les gens t'en parles mieux que moi, où quand tu vas parler d'humour bienveillant, sans méchanceté, plutôt autobiographique, après c'est plus les gens qui mettent les étiquettes. Oui, bien sûr. Là, mais enfin, il ne t'aura pas échappé que vous êtes extrêmement nombreux. Donc, il y a un moment, il faut se singulariser. Je sais pas, tu le disais toi-même dans le sketch que tu as fait devant Eric Ramsey, sur le nombre d'humoristes. Donc, j'imagine qu'il y a un moment, il faut trouver son... Comme j'ai pas les mots, j'ai fait un petit claquement de doigts. J'ai vu. Trouver son... son jazz, quoi. Non, oui, il faut trouver sa singularité, mais je pense que chaque individu est singulier, donc plus tu vas travailler sur toi sans aller chercher à imiter parce que tu dis putain lui il est trop fort, je vais faire un peu comme lui, mais en essayant vraiment, et c'est une force de réussir à suivre qu'est-ce que t'as toi au fond de toi-même, là tu la trouves ta singularité sans même la chercher, parce que elle vit en toi, comme dirait le roi lion. Le roi lion ? Ok, je l'avais. Dans ta playlist également, et je l'ai judicieusement placée avant ton roast, puisque oui, comme chaque invité, tu vas te faire roaster par Paloma, Pomme et Anxiété. Oui. C'est une bonne mise en condition. C'est une bonne mise en condition, t'as Pourquoi raison. est-ce que ce titre figure dans tes playlists ? Ce titre, il m'a beaucoup marqué à une période qui était un petit peu plus difficile au moment du Covid, où j'ai connu des moments... un petit peu plus anxieux, et je trouve que avec du recul, Pomme a vraiment mis les mots sur ce qu'était l'anxiété dans sa définition, quoi. Et cette chanson, elle m'a aidé à mettre des mots sur des choses que je comprenais pas trop au moment où je les vivais. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Anxiété de Pomme.
Pomme dans Nova le soir avec Anxiété, un titre choisi par Antec, dont le spectacle s'appelle, je le rappelle, Sérotonine, soit l'hormone du bonheur. C'est vrai. Ouais. Toutes les précautions que je mets pour annoncer ce qui va suivre. Quel genre de personne es-tu face à la critique, voire à la moquerie ? La moquerie, j'aime pas trop, mais ça tombe bien. Mais la critique, si elle est constructive, je la trouve super. Ouais. Et si tu mets des précautions pour parler du roast, le roast, j'adore ça. Moi, j'adore. Déjà, je suis touché quand il y a des gens qui prennent le temps de se pencher sur mon cas pour en écrire des blagues. J'adore, donc je n'ai que hâte. Alors, le roast de Paloma, comme on est ici à Paris, qu'on est un peu en version française, on a rebaptisé ça tout simplement le rôti. Et oui. C'est parti. Salut Charline. Cette semaine encore, tu me régales avec des invités jeunes et dynamiques. Et en ce mercredi de janvier, tu reçois Antec. Humoriste, me précises-tu dans ton message WhatsApp. Alors évidemment, Internet a été mon meilleur ami pour écrire ce roast. Après quelques recherches sur toi, Antec, et un certain temps passé sur tes réseaux sociaux, 20 minutes ressenties 6 heures, j'ai très vite compris que ma mission aujourd'hui, en ma qualité de reine de France, serait de juger ton image, ton style. Premier constat, en ouvrant l'onglet Google Images, Antec, es-tu le fils caché de Christine Bravo et de Jean-Pierre Coff ? Alors, je ne suis pas généalogiste, mais il y a tout de même des signes qui ne trompent pas. Au-delà d'une certaine ressemblance physique qui est assez troublante, il y a l'emballage qui va avec. Déjà, les lunettes. Des lunettes qui crient « J'ai 60 ans, mais rien ne m'empêchera d'exprimer ma créativité ». Une capillarité de bretonne en préménopause. Une garde-robe quasi exclusivement composée de barbours kaki. Bref, pendant une seconde, j'ai cru qu'Olivier de Kersauzon s'était mis au drag. Ouais, vraiment, ton look me fait me poser des questions, cher Antec. Pourquoi ce look de sociétaire des grosses têtes ? Tu n'es pas encore à la retraite que déjà tu en as l'esthétique. Cheveux vaguement là, vêtements chinés au secours pop, une démarche d'adolescent prépubère sur une carrure de syndicaliste de la CGT, une absence totale de parti pris esthétique. Le message est très clair, tu veux faire renaître Coluche. Sauf que Coluche portait une salopette pour emmerder le système. Toi, tu portes des fringues fades pour ne surtout pas en faire partie. Il y a chez toi, Antec, ce truc très français. Je vous emmerde, je ne suis pas négligé, je suis poétique. Tu as sans doute raison, Antec. Avoir un look d'homme de Néandertal n'a pas empêché Philippe Catherine de se taper successivement Elena Noguera, Jeanne Balibar et Julie Depardieu et de finir en string à la cérémonie des JO devant 6 millions de personnes. Poésie quand tu nous tiens. Mais ce n'est pas tout, car, arrête-moi si je me trompe, mais on a quasiment le même âge, Antec. Toi et moi, on a connu les minicums, les to be free, la séparation douloureuse d'Alizé et de Mylène Farmer, Johnny Hallyday qui dit qu'il connaît bien Zazie alors qu'on lui parle de Zizou. Et pourtant, ton humour, lui, semble clairement avoir connu le passage du noir et blanc à la couleur. Tu sens bon la France d'avant l'euro, la France d'avant Nabila, cette France qui trouvait que José Bové était un sacré bonhomme, cette France qui se promène avec une baguette sous le bras et lit fluide glacial en buvant son picombière. Ouais, je crois que c'est ça, Antec. Tu as l'humour rassurant qui sent bon le bistrot, la table en formica et le petit vin blanc en bouteille en plastique. Tu n'es pas à la mode. Mais comme le disait justement Coco Chanel, la mode se démode, le style jamais. Bah tant mieux alors. Allez, salut. Oh, bravo. Bah, je suis tout seul à applaudir, mais... Mais si, mais bravo, évidemment bravo. Que oui. Ah ouais, franchement, je suis très très touché. C'est très bien écrit, purée. Ouais. Ah ouais, c'est dense. Ah bah oui, on est sur une plume. Hein. Ah ouais, mais alors, je vais la réécouter parce que en rigolant, j'ai raté. Il y a une vanne toutes les 2 secondes là. Ouais. C'est pas possible. Oui. Alors, par contre, le seul truc qui m'a un peu touché, c'est le côté tu t'habilles un peu négligé, machin, etc. Je fais vraiment des efforts. Et là, c'est pas une critique qui va me toucher moi, c'est une critique qui va toucher ma meuf, quoi. Non, il y a un petit style, moi, je dis aujourd'hui. Ben non, mais parce que Charline, je fais des efforts. Je me suis dit. Vous pouvez le voir sur la vidéo, petit style. Je me suis dit, on essaye de faire des trucs, et puis voilà. Mais ouais, tu vas non, pas pleurer, hein. Non, je vais pas pleurer. Bon, non. C'est Christine Bravo et Jean-Pierre Coff. Alors, on m'a beaucoup dit des trucs, hein. Mais là, je l'avais jamais entendu. Jean-Pierre Coff, on me l'avait déjà dit. Christine Bravo, ça pique un peu, je vais pas mentir. Ça tient la lunette, je pense. Mais ouais, on m'a déjà dit, je m'attendais plus à, je sais pas, du Sylvie Joly, intéressant. De Catherine, ouais. Ça revient pas mal ces derniers temps. Mais toi, tu as une autre comparaison sur scène quand tu parles de toi. Qui est plus enfantine, dirons-nous.
De Ed Sheeran? Non. Ouais, il y en a une autre aussi. Ah, de Perf? Moi, un personnage de mon enfant. De ton enfance? Quand tu enlèves de les Winnie lunettes. l'ourson. Bah Ah oui, oui, je suis bête. Tu connais ton spectacle Venez à mon spectacle, je m'en rappelle. S'il y a un souci, je suis là. À suivre, une exploration de la psyché de mon invité. Manière hyper prétentieuse de dire que j'ai préparé des extraits et que je vais te faire commenter. Et un autre titre de ton choix, Dorado Valle, Hermano Gutiérrez. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, ça, je pense que c'est plus Nova compatible. Ouais, j'ai bien l'impression. Yes. Et t'as bien mis les doigts où il fallait pour le faire. Voilà, Mm, j'ai pas fait les guillemets, mais pas loin avec les doigts. En fait, ça, c'est un son que j'écoute et qui me recentre instantanément. Ouais. C'est-à-dire que des fois, on est dans des périodes où tu dis putain, faut que je pense à ça, faut que je pense à ça, ou je suis stressé parce que là, je vais monter sur scène et puis que demain, j'ai l'émission de radio avec Charline et du coup, il faut que je sois en forme, etc. Je mets ce son-là, pouf, j'ai l'impression d'être dans un désert sur un cheval, alors que j'ai jamais fait de cheval. J'ai un très beau chapeau, des tatouages, des boucles d'oreilles, et je me promène. Et c'est la promesse de Hermanos Gutiérrez globalement, quoi. Et la tel DJ cut l'ambiance, j'annonce que c'est après la pub qu'on l'écoutera. Hermanos Gutiérrez dans la playlist Dantec qui disait tout en l'écoutant alors qu'il se pensait à cheval avec des tatouages. C'est un peu les PNL d'Amérique latine. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je balance tout ce qui se passe en mais t'as je n'ai raison, aucune âme, aucune déontologie. J'ai un amour pour ces deux gars et un fantasme de leur ressembler, mais bon, comme je suis un ch'ti petit blond et pas très poilu, je pense qu'il y a peu de chance. Mais non, bon. mais chacun sa voix, moi, je trouve. C'est vrai. C'est le moment de l'émission où j'ai sélectionné quelques extraits susceptibles de te parler. Alors, je me suis basée sur quelques-unes de tes interviews, sur tes goûts et essentiellement sur les gens que tu suis sur Instagram. Je trouve que c'est toujours très révélateur de la personnalité des gens. Pas mal. Ça peut donner des mauvaises surprises, mais toi, ça va, ton compte, il est clean. C'est vrai. Il n'y a pas de truc problématique. Et on commence évidemment avec lui. D'abord, j'ai une pensée pour mes camarades qui étaient eux aussi nommés pour ce César de ceux qui n'ont pas eu le César et qui l'ont toujours pas ce soir. Et puis, forcément, là, je pense à ma femme qui me regarde et qui aime me rappeler que c'est pas la taille qui compte. De toute façon, elle est amoureuse. Franck Dubosc, lors de la dernière cérémonie des Césars, venu récupérer sur scène un Césario, un tout petit César. Alors, j'ai choisi cet extrait pour deux raisons. La première est ton amour, tu le disais, pour Franck Dubosc. Et la deuxième aussi, parce que je trouve que c'est un profil assez particulier et que ce qui se joue sur cette scène à cet endroit-là, c'est le fait d'avoir la carte ou non. Est-ce que ça fait partie des questions que tu te poses, toi, déjà, au stade où tu en es? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Cet extrait, je le trouve formidable parce que de l'intérieur, on sait à quel point, dans des cérémonies comme les Césars, c'est difficile d'arriver avec un truc aussi marrant, quoi. Mais c'est aussi marrant parce qu'il fait exactement ce qu'un humoriste... il fait un truc parfait d'humoriste, c'est qu'il met exactement le doigt, il appuie là où tout le monde regarde, sur cette espèce un peu d'establishment et le doigt aussi sur le fait que la comédie n'est pas forcément toujours reconnue, notamment la comédie populaire comme il a pu le faire, quoi. Et non, je me pose pas ces questions-là pour le moment. Moi, j'essaie de faire rire des gens. Mais cet extrait-là, en fait, il a des ruptures. C'est une masterclass. J'aime pas utiliser cette expression parce qu'elle est galvaudée, mais là, en l'occurrence, c'était vraiment une masterclass. C'est super. C'est le retour. En fait, il y a un côté nostalgique pour ceux qui aiment Dubosc, dans le sens où il fait ses blagues comme il les faisait à l'époque de ses grands spectacles. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Tu sais, en ce moment, on revoit un peu... Il y a plein de groupes des années 2000 qui remontent sur scène et qui provoquent de la nostalgie. Je trouve que Dubosc, il a amené cette nostalgie-là sur cet extrait. C'était trop bien. Extrait suivant. La mort! Pardon, excusez-moi. Confiné 2 ans, j'ai perdu tous les réflexes. Bonsoir, ça va? Ouais, on s'en fout. La mort! Baptiste Le Caplin. Alors, si j'ai choisi cet extrait, c'est parce qu'il semblerait que Baptiste, tout comme toi, ait été inspiré dans sa prime jeunesse par Franck Dubosc. C'est vrai? Je savais pas. Sûr, ok. Et que il se trouve que je t'ai vu l'imiter dans une vidéo. Oui. Et que vraiment, ça suffisait à faire ma joie. Donc voilà. Et que j'adore Baptiste aussi. Donc, non, mais Baptiste, moi, le spectacle Origine de Baptiste Le Caplin, ça a été une petite claque pour moi, dans le sens où un mec qui est... En fait,
ce truc de liberté dont je parlais un peu tout à l'heure aussi, c'est des fois on se limite un peu dans la création, surtout quand on fait du stand-up, parce que on est là, ça se joue sur les blagues, faut être c'est un petit peu du jazz, machin et tout. Et là, t'as, tu vois, des mecs comme le Caplin qui arrive, putain, je suis une pizza, je suis un poivron, je suis un pan, j'en sais rien. Et du coup, c'est trop stylé dans le sens où tu dis, ok, ça peut partir dans tous les sens, dans toutes les directions, c'est un peu fou. Et moi, ça m'avait beaucoup marqué. Donc, ouais, Baptiste, je l'aime beaucoup sur ce spectacle-là. J'ai trouvé que c'était fou, quoi. Ce qu'il a fait avec Arnaud de Samer et Jérémy Ferrari, à savoir monter sur scène à 3, est-ce que c'est un exercice auquel toi tu pourrais te livrer? Et si oui, avec qui? Oui, moi j'aime bien le côté collectif aussi. J'ai pu le faire il y a quelques années dans une soirée qui est un peu emblématique à Paris, qui s'appelle le Field, qui est une espèce de scène ouverte. En gros, ça va faire un peu prétentieux, mais l'idée, c'est de faire un espèce de Saturday Night Live au théâtre, parce qu'on crée des sketchs inédits toutes les semaines. Il y a un groupe de musique qui fait des jingles, il y a des invités. Et moi, j'ai été 2 ans dans l'équipe d'animation, c'est-à-dire ceux qui créent les sketchs, qui montent sur scène toutes les semaines avec des sketchs inédits. Et c'est quelque chose que j'ai adoré faire, dans le sens où moi, j'aime Dubosc, mais j'aime aussi les Robin des Bois aussi à l'époque. Les collectifs, je trouve ça trop bien. Donc, oui, pourquoi pas, avec grand plaisir, et j'aimerais le faire avec... moi, j'ai des copains avec qui je travaille, que j'ai rencontrés là-bas, des mecs comme Guano, comme Mathias Pizzinato, Florian Maubert, des gars comme ça avec qui on est monté à l'époque. Je serais heureux de repartager la scène avec eux sur ce genre de truc, quoi. Comme c'est une émission qui se construit au moment même où on parle, Ils sont là, c'est derrière la maintenant porte. que j'indique à Melvin, est-ce qu'on peut mettre le dernier extrait prévu plutôt que celui qui est... Ouais, vous participez à toute la cuisine. C'est un peu les off de cette émission. On change de catégorie avec l'extrait suivant. Ok. What's your favorite dinosaur? Phil Collins. La question était, quel est ton dinosaure préféré? Question posée par une enfant. La réponse est Phil Collins. Et cette réponse a été donnée par, l'as-tu identifié? Noël... C'est Noël Gallagher. Ah. Ne serait-il pas, tout comme son frère, un excellent punchliner? Oui. Alors, je pense même plus que son frère. Je vais me mouiller un peu. Je pense que Noël Gallagher, très gros punchliner, mais son frère... En fait, je pense que la rivalité se joue dans le sens où Liam Gallagher a tellement de charisme que son frère est très jaloux de ça. Parce qu'il se dit, mais attends, c'est moi qui ai toutes les blagues et tout, sauf que Liam, il monte sur scène, il fait fuck, et puis tout le monde est là en mode, bah, c'est Dieu. Donc, moi, je suis team Noël, je te le dis. C'est le seul endroit où on peut se... Ah, mais moi, je trouve que Noël a énormément de charisme. Mais moi, Noël, Noël, je l'ai vu 4 fois en concert avant de voir. Moi, c'est un peu à avec travers les Noël que... Bird. Ouais, bien sûr. C'est à travers Noël que je me suis réintéressé beaucoup à Oasis. Mais après, j'ai eu la chance de voir Oasis l'été dernier en concert. Allez, c'était vraiment pour que tu puisses le placer. Et je te remercie de m'avoir fait cette passe décisive. Mais tu vois arriver Liam sur scène, tu dis, ah ouais, on entre dans une autre dimension. Pour avoir vu Noël tout seul et pour avoir vu les deux, on entre dans une autre dimension, quoi. Donc, merci de m'avoir mis ça. Mais ce qui est marrant, ce qui va rejoindre mon... Parce que sur le coup, je me suis dit, ah bon, je lui ai envoyé... J'adore Phil Collins. C'est vrai. Alors, il y a un regain de Phil Collins parce que ça fait en 10 jours 3 fois que les invités nous parlent de Phil Collins. Ça, hein. Non, chez Melvin s'y oppose. C'est vrai. Et puis surtout, moi, je suis obligée de le répéter ici. Le dernier arrivé est fan de Phil Collins. Ah, et ça, bien sûr. c'est un souci. En revanche... Et ça recoupe avec Eric et Ramsey. Bah alors, dis qu'est-ce donc. que c'est bien fait, purée. Tu parlais de passe D sur Noël Gallagher. Je t'annonce également le cadeau, le but, puisqu'on va jouer Oasis. Ok. Ça te va? Supersonic. Oh. C'est Melvin qui a choisi. Eh ben, merci Melvin, ça me touche beaucoup. Doechii, Cizé, Go Get Up dans Nova le soir et toujours en compagnie d'Antec. En préparant les petits extraits qu'on vient d'écouter, je te disais que j'avais pioché dans les gens que tu suivais sur Instagram. Et en dehors de Gad Elmaleh, tu ne suis que peu ou pas d'humoristes américains? Balle perdue, ça s'appelle, mais en fait, non, c'est contente vrai. de ma blague. Pardon. Oh putain, je viens de la comprendre. Oh là, c'est à 2 étages. Je viens de la comprendre. Ouais. Non, mais c'est assez rare parce qu'il y a énormément d'humoristes qui se réclament d'écoles américaines ou anglo-saxonnes. Moi, j'ai juste vu Suzy et Eddie Izzard dans les gens que tu suis. Mais je pense qu'il y a un recoupement sur une forme d'absurde, etc. Mais c'est pas ta mythologie de l'humour. En fait,
je vois pas aussi Instagram tout à fait comme ça. C'est-à-dire que je suis... moi, j'aime beaucoup... Je consomme beaucoup de stand-up anglo-saxon, américain et anglais aussi. Moi, j'aime beaucoup le stand-up anglais. Mais par contre, je prends pas forcément le réflexe de les suivre sur Insta parce qu'à un moment donné, quand t'es humoriste et que tu suis trop d'humoristes sur Insta... tu décroches jamais, quoi. Ouais. Donc boulot. Eh oui, voilà, c'est bon. Des fois, nous aussi, on a envie de voir des bébés qui tombent. Dommage que ce soit le premier exemple qui me soit venu. Non, c'est bien. Moi, je trouve que ça situe la bienveillance de la personne que l'on vante depuis le début de cette émission. Qui te fait rire, donc, parmi les anglo-saxons ? Écoute... on va faire semblant qu'on n'a pas coupé un moment où j'ai oublié le nom. Ouais, bien sûr. Non, qui me fait rire, il y a Daniel Sloss, j'aime beaucoup. C'est un Écossais. Il me semble qu'il est écossais et très smart, très bon. Et en même temps très british, à la fois humour noir, à la fois absurde, à la fois. Ouais, j'aime beaucoup. Allez voir ça. C'est sur Netflix, je crois. Qu'est-ce qui te faisait rire quand t'étais môme ? Au ciné, par exemple ? Au ciné, il y a... Quand j'étais petit... Alors moi, quand j'étais petit, j'ai un souvenir d'être fan de... J'étais fan d'Eric et Ramsey, moi. Ouais, donc la Tour Montparnasse, pour le coup. La Tour Montparnasse, H, ça me faisait... H, ça m'a fait péter un câble quand j'ai découvert ça. Je me suis dit, oh là là, mais c'est marrant tout le temps, en fait. Il n'y a pas d'histoire, c'est juste marrant. Et ça me faisait... ça, j'aimais beaucoup. Et au ciné, je sais pas, j'ai pas trop de souvenirs de ciné. Comédie en dehors de... Non, bah j'ai... c'est un film qui est pas qui a pas passé la postérité, mais j'avoue, Disco de Dubosc m'a buté. Mais je comprends pourquoi il a pas passé la postérité, parce que je viens de me rappeler qu'il y a un mec un peu problématique dedans, voire très problématique. Oui. Mais ouais, c'est... je sais pas, des trucs absurdes, des fois, des regards, pas forcément des mots, mais... juste des regards, des trucs un peu cons, côté un peu tu vois, une danse, un truc comme ça. C'est un mec, tu vois, j'ai l'image dans Disco de Dubosc qui revient du marché justement avec son caddie à roulettes, cette espèce de jogging horrible, et il est en train de danser dans la rue parce qu'il prépare son concours de disco, quoi. Ouais. Et c'est moi, ça m'a toujours beaucoup fait rire, quoi. Est-ce que humoriste, c'est un métier qui te semble très loin de celui de comédien ? Non, pas du tout. Les passerelles existent. Pas du tout. Pour moi, c'est un humoriste. L'humoriste, c'est un comédien. Ouais. Quand tu es humoriste, tu joues la comédie. Donc, je dirais que comédien, c'est plus large. Humoriste, c'est plus précis, parce que tu es comédien au service d'une forme de comédie, mais tu es comédien. Tu sens venir la question suivante. Non. Est-ce que c'est un exercice qui pourrait te plaire ? D'être comédien ? Jouer dans un film, dans une série, Moi, franchement... Je le dis avec un ton un peu sérieux, t'as vu que la voix qui baisse un peu pour faire genre... c'est le moment des confessions, vas-y. Je ramène... Tu veux que je sois dans le sérieux ? Tu veux que je sois... Non, sois Qu'est-ce comme que vous tu voulez, es. Radio Nova ? Sois vous comme voulez me tu changer, es. vous voulez me manipuler. Non, je dirais que le cinéma, c'est évidemment comment ne pas y penser. Non, en fait, pour être très sérieux, moi, quand j'ai quitté Nespresso et que je suis rentré là-dedans, je savais pas du tout où j'allais. Et il y avait un peu ce délire, Yes Man, tu vois, le film avec Jim Carrey. Ouais. On va faire plein de trucs, on verra où ça nous mène. Et je suis un peu encore là-dedans, c'est-à-dire que je trouve ça... En fait, je m'autorise à rêver de me dire, ah, purée, peut-être un jour au cinéma, ça serait super. Mais on verra de quoi la vie est faite, quoi. Mais aujourd'hui, c'est pas un manque dans ma vie. Et c'est une phrase que je retire immédiatement. J'ai envie d'être au cinéma. Puisqu'on parle d'un spectacle qui s'appelle Sérotonine, j'ai le droit de choisir quelques titres aussi au sein de cette émission. Avec plaisir. J'ai choisi quelqu'un qui a la joie pas tant communicative que ça. Happier Than Ever, c'est le titre, et l'interprète, c'est Billie Eilish. Ah oui. Billie Eilish dans Nova le soir, Happier Than Ever, et toujours en compagnie d'Antec. Dans un instant, j'ai décidé de cérémonialiser l'instant et d'inventer un mot par la même occasion. De la variété française sur Radio Nova, juste après la pub. Nova le soir, avec Charline Roux. Et toujours en compagnie d'Antec. Alors,
Pas de jugement ici. Non, Non, vraiment. jamais. Ce n'est pas l'objet. Mais tu as suggéré quelques titres qui sont très, 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 très loin de la couleur musicale de cette auguste radio. Le deal, c'est de changer de disque. C'est un peu le claim de l'émission. Ah oui. On va le faire ici de manière assez radicale. Donc, tu as proposé Moi Lolita, Julien Doré, Ouais. La Corrida, Francis Cabrel, Mhm, Destin, Céline Dion, mhm. On ira, Jean-Jacques Goldman. On va Comme dans Koh-Lanta, il ne peut qu'en rester qu'un. Oui. Lequel choisis-tu? J'allais dire, on va mettre les 4 en même temps On aurait- superposés. On aurait pu. On aurait Et là, pu on faire un retombe mix des sur un 4. titre de Nova compatible. Je sais pas. Ah bah, c'est aussi une option. Non, à lequel C'est choix- dur, ce que je te demande, ouais, je sais. Vas-y, on va mettre. Ça sera ma petite fierté de Army Goldman sur Nova. Ok. Je veux bien, on ira. Eh ben, on écoute. On ira, Jean-Jacques Goldman, J'ai dans l'impression- Nova le soir. J'ai l'impression d'être au karaoké. Je veux bien, on ira, ouais. Alors, pareil, pas du tout dans mon bingo 2026, cette phrase. On ira, Jean-Jacques Goldman, sur Radio Nova. Et c'est le choix d'Antec, mon invité aujourd'hui, venu nous parler de Sérotonine, son spectacle. Je voulais juste te poser une question. Mm. Au soir du matin, qu'est-ce que c'est? Oh putain, vous avez trouvé ça? J'ai pas Non, trouvé d'extrait. C'est terrible. J'ai pas trouvé d'extrait. Ah, J'ai je pas suis trouvé Content d'extrait. qu'il n'y ait pas d'extrait. Je suis content Qu'est-ce que c'est au soir du matin? Au soir du matin, c'est c'est ni plus ni moins que l'album que j'ai sorti avec le groupe que j'avais quand j'étais ado. Les leftos. Les Leftos, Mhm. exactement. Qui est... pour vous... En fait, pendant des années, je savais pas comment définir ce groupe-là. Ouais. Et un jour, 3 Cafés Gourmands a sorti la Corrèze en cathéter. Et il se trouve que c'était un peu le style de musique qu'on faisait, quoi. Ah ouais. Ce qui m'a provoqué 2 sensations. Ouais. La première, c'est « Ah ouais, putain !» Alors, ça aurait pu marcher. Mais de manière très, très circonspecte. Quand j'ai entendu les 3 Cafés Gourmands, je me dis « Mais ça marche, ça, c'est fou !» Non, en vrai, on avait 15-16 piges. On s'appelait les Leftos parce qu'on se levait tôt pour aller aux répétitions. C'était notre côté très rock. Ouais. Et c'était un groupe qui a commencé sur des reprises de Jean-Jacques Goldman. On était un petit peu le groupe de la petite ville dans laquelle j'étais. Et la mairie nous a payé un album parce que dans la ville, un peu plus loin, peut-être à 20 bornes, quelques années avant, il y a Mickey 3D qui est sorti. Et Saint-Étienne? ouais. oui, J'ai bien passé sûr. quelques Ouais, années du d'accord, côté ok. de Saint-Étienne. Ouais. Et du coup, le maire de la ville, il a dit, le maire ou la maire, je sais plus à l'époque, il dit, on sait jamais, peut-être on a notre Mickey 3D à nous. Synthé en cathéter, Ouais, peut-être. exactement. C'était la ville de Vauche. J'embrasse la ville de Vauche, qui est, selon mes sources, la première fois qu'on la cite sur Radio Nova, je crois. Mais il y a pas de... On les embrasse. Bah, j'embrasse les gens de Givry, dans l'Aisne. Voilà, Eh ben puisqu'on voilà. en est à saluer les Hauts-de-France. Exactement. Voilà, ça me fait très plaisir. De fait, comme tu es un artiste qui a hésité entre plusieurs carrières, dont la carrière musicale, on vient de le comprendre, j'ai exhumé pour toi un petit questionnaire sur la musique que Ouais. j'ai Ah, soumis super. à bon nombre d'invités. L'idée, c'est de répondre du tac au tac. Ok. Est-ce que tu es prêt? J'ai pas le droit de commenter, j'ai pas le droit de juger. C'est faux, je ferai les deux. Oui, bah vas-y, je t'en prie. Allez, le titre qui symbolise le mieux ton enfance. Dur d'être bébé, Africa Toto, j'en dis 2. Ok, le Voilà. titre de ton adolescence. Titre de mon adolescence. C'est ta chance, Jean-Jacques Goldman. Je sais pas pourquoi j'ai celui-là en tête. Ta chanson de karaoké. Clint Eastwood de Gorillaz. Eh oui, je peux te surprendre moi aussi. Ah non, mais alors c'est-à-dire que normalement au karaoké, tout le monde prend de la variété. Cet homme me propose de la variété et chante Clint Eastwood de Gorillaz en karaoké. Mais ça fait sens, Charline. La variété, je l'écoute premier degré. Je peux pas la mettre en karaoké où on est second degré. C'est vrai, t'as raison. Bon bah ok. Donc. Non, c'est que Clint Eastwood, moi j'adore Gorillaz aussi. Moi je suis le genre, j'écoute un peu de tout. Ouais. Et je connais un peu le début de la chanson. Du coup, je me la pète un peu en mode c'est la partie rap, tu vois. Prove it. Ouais, un peu. Ah, prove it. Je parle pas bien Non, anglais. allez, je vais pas faire ça. Finally, someone let me out of my cage. Not time for me is nothing cause I'm kind of age. Nah, Ok. couldn't be there. Un truc comme ça. Pas mal. Merci. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse. Dis pas ce que tu penses en premier, dis pas ce que tu Si, penses si, en ah premier. bah si. Les démons de minuit, c'est Allez. terrible. Qui ça Oh non, je suis ce genre de gaffe. Ok. Et le titre qui te fait immédiatement sortir de la piste de danse. Tout ce qui va être. J'en ai pas spécial, mais tout ce qui va être
très techno minimaliste. Sans mélodie, quoi. Ça, c'est... Je pense vraiment que vous êtes fait pour vous entendre avec Melvin, qui lui est à la tête de Nova Dance tous les vendredis soirs. Très bien. Je pense que vraiment, il faut que vous adorer. parliez. Tu seras mon prochain DJ. Ah bah, avec plaisir, ouais. Je pense que si on s'assoit pour prendre un café, on saura pas quoi commander tous les deux, quoi. C'est fou. Bah, un café gourmand déjà. Ouais. Ta chanson de comédie musicale préférée? Il y en a plein. J'adore les comédies musicales. Il vit en toi. Dans Le Roi Lion. Ouais. Ça, c'est fou. Je l'ai. Ça, c'est fou. Très bien. Et après, laisse ton peuple s'en aller. Tes 10 commandements. Ça peut me faire chialer premier degré. C'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. C'est très bien. Ah ouais. Et enfin, la chanson dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête. Sache que moi, j'ai les démons de minuit jusque demain. Ah donc ouais. Là, je suis pas contente en tech. Je m'en excuse. Je m'en excuse platement. Qui est dur à me sortir de la tête. Franchement, quand les 3 cafés gourmands ils sont sortis là, c'était dur. Ouais, c'est dur. Bah, c'était Mais dur. alors moi, tu sais que maintenant, j'ai plutôt en tête la parodie du Palmacho. Ah oui. Ouais. Ouais, mais donc un peu de paille. Paille. Ah oui, c'est plus ce truc-là qui revient. Exact. Voilà. Et oui, je me rappelle de ça. Et ça me fait maintenant. assez plaisir, je dois dire. Mais en fait, et puis comme on avait notre tube avec les Leftos, c'était attends, on a fait un concert en Allemagne une fois. Hein. Voilà, bon, ça n'impressionne personne ici. C'est dur. Non, comme elle ressemblait un peu dans la mélodie. Nous, on était un groupe un peu variétoche, nouvelle scène française, comme ça s'appelait, tu vois. Du coup, le fait d'avoir passé beaucoup de temps à créer une chanson avec cette rythmique-là, quand on a une qui sort, bah, tu l'as instantanément en tête, quoi. Mais c'était trop bien, les Leftos. Il n'y a pas d'extrait sur Internet. Non, c'est j'ai très cherché, bien, vraiment. mais J'ai pas trouvé. Bah, je suis content. Ça veut dire que les pare-feux ont bien fonctionné. Oui, mais maintenant qu'on en a parlé, peut-être que certaines personnes qui nous écoutent ont en leur possession des enregistrements des Leftos et que peut-être elles peuvent ne pas hésiter à me les faire parvenir. Je l'ai pas vu venir, celle-ci. Voilà. Je l'ai pas vu venir, celle-ci. Et ça fera donc l'objet d'une prochaine invitation dans Tech. Avec grand plaisir. Ah, ça, pour le coup. Je rappelle tu sais donc... quoi, la prochaine fois, je te ramènerai un CD des Leftos. J'ai cru que la prochaine fois, je viendrai avec mon saxo. Non, J'aurais non. bien kiffé, je dois dire. Sérotonine, je le rappelle, c'est au Théâtre Beau République le jeudi à 21h. Tu es aussi en tournée et ça s'arrête au Beau République en mars. En mars, oui, je me permets. C'est la première fois que je vais le dire. Je suis trop content. C'est qu'on est quasiment... Enfin, on est complet, en vrai, là, jusqu'au mois de mars. Et du coup, à partir de la rentrée, à partir du mois de septembre, j'attaque les vendredis et samedis à 19h30 au Théâtre du Marais. Donc, je suis trop content. Donc, allez-y, c'est en ligne. Prenez vos places. C'est parti. Ouais. Mais merci beaucoup, Antec. Merci, Charline. Et donc, pour comparer le rap que tu viens d'exécuter à l'original, je propose qu'on écoute Gorillaz et Clint Eastwood. Ah bah, allez. Ça boucle la boucle. Nova le soir. Changer de disque avec Charline Roux.